C'est le sujet qui a fait une entrée médiatique fracassante dans le secteur aéronautique sur fond de décarbonation du transport aérien, alors qu'on en parlait quand même très peu jusque-là. Je parle bien sûr de l'hydrogène qui a été placé sous le feu de la rampe par Airbus, qui a annoncé en septembre dernier un projet d'avion commercial pour 2035. Une rupture pour l'aviation commerciale, alors que l'hydrogène était seulement utilisé dans le secteur, dans le domaine précis du spatial, mais qui pose aussi de nombreuses questions quant à sa mise en œuvre, à sa production, sa distribution, sans oublier son stockage, son utilisation dans les avions. Ce matin, on va en parler sous un angle assez précis. On va se poser une question, celle de savoir si l'hydrogène peut être un levier pour la transformation de la mobilité aérienne régionale. Précisément. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Frédéric Lecor. Bonjour, vous êtes associé fondateur du cabinet de conseil en stratégie Step Consulting. Nous sommes également avec Jean-Luc Charon. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française aéronautique, la FFA. Nous sommes également avec Olivier Savin. Bonjour. Ex-Dassault, je ne peux pas m'empêcher de le préciser, cofondateur surtout maintenant de la start-up Blue Spirit Aero. Et nous sommes en ligne également avec Olivier Dez, qui est directeur général délégué chez Hydrogen Refueling Solutions, HRS. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être là. Alors, avant d'entrer dans la technique, on ira forcément un peu. Une première question à vous, Jean-Luc Charon. L'aviation décarbonée, ça ne concerne pas que l'aviation commerciale. Évidemment, avec Airbus, ça fait un focus un peu particulier. Ça peut concerner aussi la petite aviation. Vous sentez là aussi un intérêt, et de la part de qui ? Alors, excusez-moi, je vais vous reprendre. Ça concerne aussi la petite aviation, mais ça commence par l'aviation légère. Et ce n'est pas un propos du président de la FFA, c'est un propos du ministre des Transports qui a dit que la décarbonation commencerait avec l'aviation légère. Et c'est le cas. Je peux vous dire que cet été, nous exploitons une flotte d'avions électriques déjà. Nous avons fait, et donc d'avions électriques sur batterie, nous avons fait un voyage entre Toussus-le-Noble et Carcassonne en faisant 21 présentations. Et ce qu'on a constaté, c'était un intérêt sur chacune des plateformes où nous arrêtions, où nous avons fait les présentations. Il y avait un intérêt non seulement pour cet avion, mais pour le futur qu'il annonce. Et notamment pour des liaisons plus rapides, en utilisant des avions légers, des avions taxis, des modules de 8-10 places qui correspondent exactement à ce que va pouvoir faire l'hydrogène. Et nous, en ce qui nous concerne, j'ai le sentiment, je fais un constat qui a une part de subjectivité peut-être, mais je constate qu'aujourd'hui, on est dans la même situation où nous étions, nous, il y a quelque temps, quand on a décidé de se lancer sur l'avion électrique, où on n'y croyait pas trop. La différence, c'est que maintenant, il y a une pression environnementale un petit peu plus forte, mais l'avion hydrogène sera vraiment une solution pour des modules qui sont supérieurs à ce que peut faire l'avion sur batterie, l'avion électrique sur batterie. Parce que ça va pouvoir monter en distance parcourue, ça va pouvoir monter en nombre de passagers. On sera encore loin de l'avion commercial de 100 ou 200 places, mais on le voit bien, régionalement, il y a une vraie appétence des responsables des collectivités publiques, que ce soit des maires, que ce soit des sénateurs, des députés ou des présidents de chambres de commerce, pour des avions taxis éco-friendly qui vont permettre de désenclaver leur territoire. Concrètement, j'allais vous poser la question de savoir de la part de l'intérêt, de la part de qui. Concrètement, vous avez vraiment vu sur le terrain ces acteurs régionaux politiques qui vous ont dit oui, ça nous intéresse. Bon signe, parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Bien sûr, mais il y a une chose qui est extrêmement importante. Les hommes politiques, les responsables, on va dire, de territoire sont confrontés à de multiples défis, que ce soit, j'en sais rien, les égouts, les transports, etc. Bref. Et donc, ils ne peuvent pas connaître dans le détail tous les sujets. Le fait de voir un avion électrique, on est porteur d'une promesse. Et cette promesse, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est, voilà, ça existe déjà. Et je peux dire que je me fais l'écho de cette promesse en disant, il va se passer sur l'avion à hydrogène ce qui s'est passé sur l'avion électrique. Et ça ira plus vite, je crois, parce que la pression environnementale, l'attente du public est plus importante qu'elle ne l'était pour l'avion électrique il y a de ça, on va dire, une petite dizaine d'années. Frédéric Lecor, je me tourne vers vous. Je crois que vous avez planché sur le potentiel de ce marché. Qu'est-ce qui fait que l'aviation régionale, la mobilité aérienne régionale précisément, pourrait effectivement décoller grâce à l'hydrogène ? Pourquoi ? C'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Nous, on est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le secteur aéronautique et on accompagne ce secteur depuis longtemps, on accompagne les grands donneurs d'ordre, mais on accompagne aussi
les petites entreprises. Et on voit aujourd'hui que c'est un secteur qui est en pleine mutation. Donc il a été très fortement impacté par la crise. Donc il y a, comme ça a été présenté tout à l'heure, des restructurations, des consolidations, mais il y a aussi un regain d'énergie et qui se traduit par beaucoup d'innovation. Donc les grands donneurs d'ordre aujourd'hui ont pris conscience que même s'ils avaient des très très gros acquis avec leurs produits, Airbus avec le single aisle, qui est aujourd'hui leader mondial sur son marché, est aujourd'hui obligé de se remettre en question. Donc ils lancent des projets, que je dirais des projets à risque, avec beaucoup d'innovation sur des nouvelles technologies. Donc Airbus Hélicoptère a annoncé effectivement il y a quelques jours le lancement officiel du programme City Airbus, qui est un hélicoptère électrique, qui adressera le marché de la mobilité urbaine. Airbus a annoncé un projet aujourd'hui qui est plutôt encore un avant-projet pour qualifier des nouveaux concepts de propulsion à hydrogène liquide avec son programme zéro émission, avec l'objectif de le mettre sur le marché en 2035. Et puis on voit surtout sur le secteur aéronautique des start-up, des nouvelles entreprises qui se positionnent avec des projets très innovants, très intéressants, que ce soit sur l'électrique ou sur l'hydrogène. Et on voit qu'il y a une accélération de ce marché. On a par exemple en Allemagne des entreprises comme Lilium qui, après avoir mis en place un prototype, l'avoir démontré, c'est déjà introduit au Nasdaq avec des SPAC valorisés plusieurs milliards. Voilà, il y a l'équivalent aux États-Unis avec Archer. Donc c'est un secteur qui est en pleine mutation et c'est vrai que nous, ça nous questionne. Et en particulier, comme le disait Jean-Luc, on pense qu'il y aura un démarrage qui va commencer par l'aviation légère. Et là où l'électrique a un rôle clé sur la mobilité urbaine, probablement l'hydrogène, mais c'est encore un pari, aura un rôle clé sur la mobilité régionale. Mais pourquoi plus l'hydrogène ? Alors, entrer dans le détail, pourquoi ça offre plus de rayons d'action, tout simplement ? Alors, j'ai fait une petite planche là pour cette question qui est représentée sur deux axes. L'axe horizontal qui est juste de dire finalement le nombre de kilomètres passagers. De dire on va... très peu de passagers avec très peu de kilomètres tout à gauche et des très longs courriers, donc la 380 tout à droite. Voilà. Et le deuxième axe, c'est la performance en fait, du système propulsif. Et si on veut regarder finalement le ratio entre la masse de l'énergie embarquée et la masse utile sur l'avion, on s'aperçoit que là où sur des architectures conventionnelles thermiques, on est en dessous de 1, eh bien rapidement dans l'électrique, on va passer à des ratios de 2, de 3. On a, par exemple, une start-up qui est assez avancée, qui a une start-up israélo-américaine qui s'appelle Eviation et qui propose, qui travaille aujourd'hui sur un projet d'avion électrique à 9 places avec un rayon d'action de 800 km. On est déjà sur des ratios supérieurs à 3. Alors, avion électrique sur batterie, faut le sur préciser. Batterie, voilà. Et donc on dit, à partir d'une certaine range, à partir d'un certain nombre de passagers, on voit bien qu'on arrive à une certaine limite. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a entre le thermique pour le très long courrier et l'électrique ? Bien l'hydrogène. D'accord. Donc, voilà. Et donc l'hydrogène aujourd'hui, c'est naturellement finalement la solution qui semble répondre aux différents critères sur le marché régional. D'accord. Vous parlez donc d'aviation entreprise américano-israélienne, je crois, c'est ça ? Alors, on a aussi des projets en France. Olivier Savin, est-ce que vous pourriez nous parler de Blue Spirit Aero ? Je crois que ce n'est pas encore très connu. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que Blue Spirit Aero ? Et qu'est-ce que vous mijotez avec votre avion à hydrogène ? Alors, en effet, ce n'est pas encore très connu, dans la mesure où on est entré dans un régime de furtivité pour préparer les bases du projet avant de pouvoir le communiquer vis-à-vis du monde extérieur. Déjà, merci de nous en faire part aujourd'hui. Je vous en prie. Mais au préalable, donc, je vais faire un focus sur l'offre. On vient de parler de la demande et puis de la pertinence de positionner des solutions comme celle de BSA, Blue Spirit Aero, sur le marché à terme. Et pour rebondir à ce qui vient d'être dit par Jean-Luc et Frédéric,
Aujourd'hui, il y a un consensus des acteurs actifs dans les réflexions sur l'avion hydrogène. Le consensus, c'est de se dire que les piles à combustible à hydrogène, donc l'utilisation électrique de l'hydrogène, ont du sens jusqu'à 2 MW environ. Et 2 MW, ça correspond à un avion régional aux alentours de 30 à 40 passagers. Au-delà, pour des raisons techniques, de complexité d'intégration, c'est l'hydrogène thermique qui a plus de sens. Et l'hydrogène thermique, c'est la combustion d'hydrogène dans une chambre de réaction d'un turboréacteur. Donc aujourd'hui, comme vient de le signaler Frédéric, les piles à combustible à hydrogène électrique ont d'ores et déjà du sens sur des plateformes d'aviation générale. Donc le concept de BSA, de Blue Spirit Aero, celui qu'on porte, repose sur l'utilisation de solutions technologiques qui sont d'ores et déjà déployées dans d'autres mobilités, que ce soit la pile à combustible elle-même et les bouteilles de stockage d'hydrogène qui équipent aujourd'hui un grand nombre d'applications qui tournent et qui sont accessibles au grand public. Je parle de véhicules utilitaires, de véhicules particuliers, de bus, de trains, de navettes fluviales, etc. Pour faire le meilleur usage de ces technologies, un choix fort a été fait par BSA dès la genèse du projet. La genèse du projet, redites-nous précisément l'année de création de BSA. Alors, l'année de création de BSA, le mois de création, c'est juillet 2020. C'est très récent. Mais moi-même, depuis 25 ans, Voilà. impliqué dans ces réflexions sur l'hydrogène aéronautique, c'est un projet que je mature progressivement depuis ces dernières années. Notamment au sein de chez Dassault. Au sein de chez Dassault et auparavant chez Honeywell aux États-Unis. Donc, il nous a semblé que la démarche la plus pertinente à suivre, c'était celle qui consistait à organiser un aéronef autour de l'utilisation de piles à combustible à hydrogène et non pas l'inverse. Si bien que je me distingue de mes concurrents qui, pour la plupart, utilisent des avions existants, des plateformes existantes, et qui en font un rétrofit en substituant la motorisation thermique par une motorisation hydrogène électrique. Il m'a semblé plus pertinent de faire l'inverse et de partir d'une feuille blanche pour organiser l'intégration de ces systèmes piles à combustible hydrogène de façon optimale dans un aéronef. Donc au bilan, le choix s'est porté sur un type d'architecture qu'on appelle la propulsion électrique distribuée. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'utilisation en lieu et place d'un moteur unique ou d'un bimoteur, et donc d'une pile à combustible unique. On utilise plusieurs modules de puissance qu'on va appeler pod. 12, c'est ça précisément. 12, qui sont positionnés donc le long des deux demi-voilures, le long des deux demi-ailes, qui sont tous identiques les uns aux autres. Ils sont constitués chacun d'une bouteille d'hydrogène qui alimente en hydrogène une pile à combustible, qui fait la conversion vers de la puissance électrique, qui elle-même alimente un moteur électrique, qui fait tourner une hélice. Donc cet ensemble, le pod, est reproduit 12 fois à l'identique le long de la voilure. Et ça permet un grand nombre d'avantages. Par exemple, la redondance naturelle et donc la robustesse à la panne. Non seulement robustesse à la panne simple, mais aussi à la panne double, à la panne triple, etc. Un autre avantage est du ressort de l'aérodynamique. L'air soufflé par les hélices permet d'améliorer les performances aérodynamiques de l'avion qui se traduisent par une capacité d'atterrissage et de décollage court. Donc on rentre dans un registre STOL, Short Takeoff and Landing, qui est tout à fait à l'avantage de l'opérabilité de l'aéronef. Enfin, dernier élément, la fonction propulsion est portée uniquement par la voilure, si bien que le fuselage est libre de n'accommoder que l'emport de la charge utile, ce qui confère au fuselage un avantage compétitif conséquent, puisqu'on a une cabine avec une excellente visibilité et une taille de cabine très généreuse. Et ce qui est intéressant dans ce concept que propose Olivier également, c'est qu'il est également conçu pour répondre à des exigences de sécurité, de safety. Oui, on va y venir, oui, bien sûr. Et qui sera certainement un des critères essentiels pour le développement de ces nouveaux modes de propulsion pour le grand public, on va dire. Alors votre projet est récent, pour autant vous avez un calendrier ambitieux, vous me confirmez. Oui. Premier vol 2024, entrée en service 2026. 2026, oui. C'est ça. Alors pour illustrer mon propos, j'avais préparé une petite vidéo OK. qu'on va pouvoir faire tourner.
Effectivement, objectif ambitieux d'un premier vol fin 2024, pour une entrée en service fin 2026, début 2027, une certification fin 2026. Et donc, un programme de développement qui suit les règles du développement aéronef dans l'aéronautique, avec un certain nombre de démonstrateurs technologiques qui permettent de dérisquer les avenues techniques principales sur lesquelles repose le concept BSA. Alors là, on parle d'un premier avion. Est-ce qu'on peut déjà parler un peu d'un calendrier industriel, d'un atelier, d'une usine de production ? Tout à fait, usine de production, donc qui verrait ses premières opérations aux alentours de 2025-2026 pour préparer l'entrée en service. Et une usine de production qui sera en position d'accommoder des variantes de l'avion. Parce que le dernier élément important qui est la structure même de notre projet, c'est la capacité qu'a notre concept de pouvoir imaginer des variantes. On comprend qu'en allongeant la voilure, on peut rajouter un certain nombre de pods, augmenter la capacité de puissance de l'ensemble, et donc en rajoutant un tronçon intermédiaire dans la voilure, on peut accommoder un magnifique 6 places à partir d'un 4 places. Et cette évolution en famille permet d'imaginer des plateformes qui iraient jusqu'à 12-14 passagers. D'accord. Alors on le voit, vous l'avez expliqué, messieurs, le marché pourrait émerger. On voit des projets comme le vôtre, Olivier Savin, il y en a quelques autres qui sont également en train d'apparaître. Mais tout cela aura du sens si on a de la production amont d'hydrogène vert, si on arrive à le distribuer. Je me tourne du coup vers vous, Olivier Dez. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Est-ce que vous pourriez d'abord nous faire une présentation d'Hydrogen Refueling Solutions et nous dire effectivement, en effet, quel sera votre rôle dans la partie amont de ce futur marché ? Tout à fait. D'abord, merci beaucoup de me permettre de participer à cette table ronde. Donc, Hydrogen Refueling Solutions, on est une société qui fournit la possibilité de transférer l'hydrogène d'une source dans un véhicule. D'accord ? Aujourd'hui, comme il a été dit, on parle d'hydrogène gazeux qu'on va stocker dans les véhicules en pression. Donc aujourd'hui, il y a 2 pressions d'usage qui est 350 et 700 bars. Et demain, comme il a été dit, pour des gros avions, on partira plutôt sur de l'hydrogène liquide, mais qui impose d'autres problématiques, rien que la température de stockage qui est de moins 253 degrés. Donc aujourd'hui, HRS, pour Hydrogen Refueling Solutions, on fournit, pour dire ça vulgairement, les pompes à essence pour l'hydrogène. Ces pompes à essence sont dimensionnées en fonction de la quantité d'hydrogène qu'on veut installer ou transférer dans les avions ou dans les véhicules. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur comment vous produisez cet hydrogène, quelle capacité vous avez, comment on pourrait ensuite le distribuer au niveau de tous ces aéroports, ces aérodromes qui pourraient être demandeurs dans les prochaines années ? Donc aujourd'hui, il faut voir que la production d'hydrogène, en fait, va se faire dans le futur par des grosses raffineries. C'est là où on va être compétitif en termes de prix pour produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de produire l'hydrogène. C'est en cassant du méthane. Donc ça, c'est la façon de faire d'aujourd'hui, qui n'est pas très propre, puisque quand vous cassez le méthane, vous émettez d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté du CO2. Donc il faut le capter pour faire de l'hydrogène propre. L'autre façon de faire ça, c'est de casser de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et ça, il y a des sociétés comme McPhy, comme Areva Hydrogen qui sont là et qui vont produire cet hydrogène en masse pour desservir tous les usages dont la mobilité est un usage. Nous, on va utiliser cet hydrogène et on va permettre de remplir les véhicules rapidement. Il faut pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait un plein aujourd'hui d'un véhicule hydrogène, on va prendre une voiture grand public où un plein représente 5 kg d'hydrogène, il faut 5 minutes pour faire un plein. Donc si on prend notre exemple des camions aujourd'hui qui embarquent à peu près 40 kg d'hydrogène pour des autonomies de 500-600 km,
il faut à peu près 15 minutes pour faire un plein. Et c'est des choses qu'on est en train d'améliorer, les temps de remplissage. Donc, c'est tout à fait compatible avec un usage pour l'aviation et encore plus pour l'aviation civile telle que vous la voyez. D'accord. Et ensuite, l'idée, c'est de distribuer, encore une fois, aux aéroports, aux aérodromes, en France, dans d'autres pays, c'est ça ? Donc, l'hydrogène peut être amené soit par pipeline, soit par camion, comme un autre carburant. Et en fait, sur le site de l'aéroport, vous serez livré en hydrogène et vous aurez la station qui permettra de remplir les véhicules. D'accord, d'accord. On voit, Frédéric Lecor, cet écosystème, cet embryon d'écosystème qui commence à émerger. Est-ce que vous pourriez nous décrire concrètement ce que pourrait être ce marché ? On parle d'avions qui feraient quoi ? 4, 6, 8 places, 20 places quel modèle économique ? Ça se veut complémentaire au train ou concurrent ? Est-ce que vous pouvez nous donner à voir ce marché ? Oui, je pense que Jean-Luc pourra peut-être en parler aussi bien que moi, mais d'un côté, il y a l'offre, qu'est-ce qu'on va être capable de proposer sur le marché, de l'autre côté, il y a la demande du marché. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de projets et on a beaucoup de réflexions autour, encore une fois, des grandes villes américaines, où on sait qu'il y a une grosse demande, c'est là où il y a des gros investissements. Mais nous, on a essayé de regarder aussi, de se poser la question sous le prisme de la France et de l'Europe, qui a aussi ses spécificités. Et donc on a regardé finalement quelle était... d'une certaine manière la demande et quelle était l'évolution de la demande en termes de transport régional. Et on s'aperçoit qu'on a un système, un réseau de transport en France qui est étoilé au départ de Paris avec des très grosses infrastructures sur le train qui permettent d'aller desservir les grandes villes. Demain, on a encore annoncé un nouveau projet pour aller rapprocher Toulouse de Paris. Mais il y a une question qui est toujours très mal, sur laquelle on a toujours buté, et il y a des solutions, mais qui ne sont pas toujours très souples et flexibles, c'est le transport transverse dans un pays comme la France. Et on trouvera les mêmes problématiques, je pense, en Europe. Et donc aujourd'hui, si on veut faire une destination Figeac, Clermont-Ferrand, Le Mans, etc., alors il y a les bus qui ont été développés il y a pas si longtemps que ça, mais il n'y a pas de solution aujourd'hui pérenne. Et donc nous, la question qu'on se pose, et on voit dans les évolutions de trafic qu'il y a de plus en plus de demandes sur du transverse, puisque il y a d'une part, avec la crise du Covid, il y a un éloignement des grandes villes et donc également un besoin des usagers de retrouver la verdure tout en pouvant aller travailler dans les grandes villes quand ils en ont besoin en dehors du télétravail. Et donc ce besoin-là est persistant. Et donc on s'est un peu posé cette question. Et puis quand on regarde aujourd'hui finalement les aérodromes, et encore une fois Jean-Luc je pense pourra mieux en parler que moi, mais on a un tissu, un réseau d'aérodromes très important en France. On en a plus de 400. Quand on les regroupe par grande ville, ça fait à peu près 150 mini-hubs d'aérodromes. Et ça, aujourd'hui, ces aérodromes sont très peu exploités par rapport au potentiel qu'ils pourraient représenter. Et donc, c'est ça, je pense, un des paris. C'est est-ce qu'on va, avec la technologie de l'hydrogène, avec l'évolution de ces nouvelles technologies, pouvoir finalement revaloriser et recréer un besoin, recréer une offre au travers de ces aérodromes pour faire beaucoup plus de transverses sur un territoire comme la France. Mais il faut voir, c'est que le maillage des aérodromes en France est absolument considérable, puisqu'on a plus de 460 terrains qui sont accessibles à des avions. Alors après, ces avions jusqu'à des modules qui seraient d'une dizaine de places, et ça correspond à une demande du tissu industriel, du tissu économique pour notamment toutes ces liaisons transverses. Et il n'y a pas que le passager, il y a aussi les livraisons de pièces d'un point à un autre qui peuvent être particulièrement intéressantes. Et bizarrement, la pression effectivement environnementale qui pousse à l'éco-friendly met en avant des solutions comme celle de l'hydrogène. Et c'est pour ça que je pense que le pari, il n'est pas sur l'hydrogène. L'hydrogène s'impose, finalement, comme solution à terme. Le pari, il est plutôt sur le type d'architecture qu'on va adopter. Par exemple, ce qui a été dit tout à l'heure, où on part de zéro, alors que d'autres font le pari de partir d'une aérodynamique existante. Et puis, un point très important, qui est le pari réglementaire. C'est-à-dire, comment est-ce que toutes ces innovations, parce que les gens qui sont sur la technique travaillent,
innovent, proposent des solutions. Mais comment est-ce que la réglementation va évoluer ? Est-ce qu'elle va évoluer de la même manière ? Et notamment pour assurer du transport public, et notamment pour pouvoir avoir des aérodromes qui auront des systèmes de distribution sans qu'on mette beaucoup de barrières réglementaires autour. Donc ça, c'est une vraie question. Il y en a encore trop aujourd'hui, des barrières. Je ne sais pas, il n'y en a pas. L'hydrogène, pour le moment, n'existe pas en tant qu'énergie de transport. Ce que je peux dire, c'est ce que nous vivons sur l'électrique sur batterie. L'avion a beau être certifié, c'est un avion actuellement, il n'y en a qu'un seul au monde qui est certifié, c'est le Vélis Electro, et on a quantité de petits tracas qui relèvent du tracas réglementaire. Alors ça serait plus en France qu'ailleurs ? Non, au niveau européen, c'est l'agence européenne qui en même temps essaie d'accompagner ces mutations, mais en même temps a une vision assez conservatrice pour des raisons de sécurité, de safety, mais avec une vision quand même très conservatrice. Et pour moi, un des éléments du pari sera plus sur ces aspects-là que sur l'aspect technique. Parce que l'aspect technique, les gens travaillent dessus. Les start-up travaillent dessus. Les ingénieurs du côté de la production, du côté du stockage, du côté des machines volantes, donc des aéronefs, on travaille dessus. En revanche, le côté réglementaire est un vrai pari. Point de détail, ça me fait penser à 2-3 semaines lors du sommet organisé par Airbus sur l'aviation durable. Guillaume Faury citait l'exemple justement de l'hydrogène en disant que les sites au sol étaient encore classés Céveso. Qui est posé question quant à leur utilisation dans le transport aérien. Juste une question, on va y revenir effectivement sur cet aspect réglementaire, Jean-Luc Charron, mais je voudrais comprendre concrètement, vous avez parlé du fret, d'accord, mais qui pourra utiliser, qui utilisera ces aéronefs, qui fera ces liaisons ? Est-ce que c'est le cliché du, ce sera la population aisée qui le fera, ce sera l'aviation d'affaires, on parle de quel type d'usagers ? Ou est-ce qu'on arrivera à un tel niveau de flexibilité, d'abaissement de contraintes ? Quand on prend l'avion aujourd'hui, c'est assez contraignant en termes de temps. Est-ce que tout ça fera que finalement, non, on apprendra ce nouvel usage qui est en France et en Europe pas une évidence ? Disons qu'aux États-Unis, peut-être en Amérique du Sud, c'est un peu plus... Moi, je vais faire une réponse simple. On va avoir une demande qui va correspondre à des usages utiles. Peu importe que ça soit un homme d'affaires, que ça soit un médecin qui est appelé pour faire un type d'opération et pour aller d'un hôpital à un autre. Donc, on aura des usages utiles. Alors, si on veut les mettre en termes de catégories socio-professionnelles pour dire que ça sera une clientèle aisée, ça ne sera pas une clientèle aisée. Ça sera une clientèle qui a un besoin de transport rapide de point à point et essentiellement en transverse. Parce que sinon, le TGV, pour faire du Marseille-Paris, est parfait. Voilà. En fait, la vraie question, le gros point d'interrogation qu'on a aujourd'hui, ça va être la démocratisation en fait, de ce transport régional. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de faire dans la mobilité régionale ce qui a été fait dans d'autres modes de transport pour faciliter l'accès finalement à du transport de point à point sur des régions transverses. Aujourd'hui, il existe des avions taxis, mais ça coûte très cher. Est-ce que demain, finalement, la technologie à hydrogène, avec des projets comme celui de BSA, va permettre de démocratiser et finalement de donner accès à des nouveaux modes de transport très agiles qui permettront d'éviter de passer par des aéroports, puisque dans les aéroports, il y a des contraintes de sécurité très importantes. Donc le vol peut être rapide, mais on peut passer parfois autant de temps dans l'aéroport qu'en vol. La question qui va se poser, c'est est-ce que dans les aérodromes dont on dispose en France, aujourd'hui, on va réussir à garder cette agilité pour avoir accès peut-être à des avions taxis qui nous permettent, comme on réserve aujourd'hui un Uber, de réserver son vol pour le lendemain et partir sur une destination exotique, entre guillemets, c'est-à-dire pas sur un vol régulier, quoi. Olivier Savin, qu'est-ce qui va faire que votre projet va devenir commercialement viable ? Vous attendez quoi ? C'est plus de souplesse réglementaire, plus de soutien financier ? Il faut peut-être aussi qu'on aborde ce point aussi bien au niveau des acteurs publics que privés. Qu'est-ce qui va faire décoller votre avion ? Alors, je vais répondre avec trois éléments de réponse. Pour faire décoller un avion hydrogène, le mieux, c'est qu'il soit chargé d'hydrogène. Et donc, c'est en lien avec la discussion qu'on a eue précédemment avec Olivier Dez. Ce qui est en train de se développer comme idée, c'est que les stations de ravitaillement aux abords d'un aérodrome se doivent d'être plurimodales.
Hors de question d'imaginer que ces stations vont être économiquement viables uniquement sur la base d'un usage piste. Il va falloir faire en sorte que ces stations soient astucieusement positionnées aux abords d'un aérodrome pour pouvoir alimenter d'autres usages, des usages qui sont d'ores et déjà disponibles, et je pense naturellement à la mobilité terrestre, à l'usage industriel de l'hydrogène, etc. Donc la clé pour faire en sorte qu'une aviation à hydrogène décolle, c'est qu'au préalable soit installée, soit déployée une infrastructure de ravitaillement hydrogène destinée à d'autres mobilités. D'accord, pas uniquement dédiée à l'aéronautique. Okay. Pas uniquement dédiée à l'aéronautique. Deuxième élément, c'est le financement, mais je ne vais pas élaborer là-dessus. C'est une évidence. On est extrêmement bien soutenu par les pouvoirs publics aujourd'hui. En l'espèce, BSA est très bien soutenu par la région Occitanie. On a des subventions pour animer les exercices de démonstration qui participent du développement de l'avion. On est aidé par la BPI. En revanche, les pouvoirs privés, les acteurs privés sont encore un petit peu timides. De toute évidence, ils n'ont pas encore tous les éléments de conviction requis pour se lancer dans l'aventure avec nous et avec les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un effort de tous les jours pour attirer les investisseurs privés sur l'aventure de l'aviation hydrogène. Le message est passé. Troisième élément, et c'est en lien aussi avec les discussions précédentes, c'est la certification. Et la certification, accessoirement, c'est heureux, depuis 2 ans, pour le registre qui est celui de l'aviation générale, on appelle ça la CS23 en Europe, un corpus réglementaire qui a été modifié de façon à pouvoir accommoder comme démonstration de la pertinence des solutions proposées par les industriels, permet d'accommoder une importance plus importante aux standards. Donc, ce qui est du ressort maintenant des industriels, c'est de se mettre ensemble pour créer des standards avec un plus large consensus possible, de façon à être le plus efficace possible vis-à-vis des autorités de certification. Et cet exercice de standardisation, il est actif. On a déjà produit, dans le groupe de travail que j'ai la chance de diriger, on a déjà produit 3 standards et on est en train de travailler sur 2 autres nouveaux standards. Un sur l'hydrogène liquide, sur terrain et sur avion, et un autre standard sur l'utilisation de stockage gazeux sous pression d'hydrogène pour l'aviation générale. Donc c'est un effort de tous les instants qui se doit de rassembler un consensus le plus large possible d'acteurs, et accessoirement on est 200 acteurs internationaux autour de la table pour développer ces documents. L'idée c'est d'harmoniser donc les usages de façon à ce qu'on puisse greffer l'utilisation qu'on fait de l'hydrogène dans les avions à tous les autres usages qui sont aujourd'hui en vigueur pour d'autres mobilités. L'hydrogène présente un avantage considérable, c'est que c'est le même pour tout le monde. Tandis que l'hydrocarbure qui est utilisé pour alimenter les avions, il n'est pas compatible du diesel, et réciproquement. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il est suffisamment universel pour pouvoir desservir tous les usages en même temps. Olivier Dez, sur cette question de la démocratisation de l'hydrogène, vous partagez l'avis des intervenants. Qu'est-ce que vous attendez en termes de réglementation, de facilitation pour son déploiement ? Tout à fait, oui. Alors, le premier point, je vais revenir quand même sur l'histoire des sites Seveso. On parle de sites Seveso quand on va être supérieur à plusieurs tonnes stockées sur site. En France, en fait, la limite, aujourd'hui, c'est la tonne, donc 1 tonne stockée sur site, et là, on passe en site qu'on appelle, qui a besoin d'une autorisation. 1 tonne, déjà, ça représente beaucoup. Je vous disais tout à l'heure, 10 kg d'hydrogène, 100 km pour un camion. Donc, on se rend compte, par exemple, pour un avion, un plein d'une 80-100 kg représentera déjà une belle autonomie. Après, en termes d'installation, bien sûr, comme l'a dit Olivier, le gros intérêt, c'est que l'hydrogène est le même pour tout le monde. Donc, que les aérodromes soient un peu des hubs qui permettent de recharger tous les types de véhicules, je pense que c'est quelque chose qui est très bien vu, et permettrait en tout cas aux collectivités qui, aujourd'hui, on le voit,
veulent passer dans une mobilité décarbonée. Donc, il y a beaucoup de projets de bus à hydrogène. Il y a beaucoup de projets de bennes à ordures à hydrogène. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est lancé. Les véhicules hydrogène, c'est des véhicules qui arrivent demain. Ce n'est pas des véhicules pendant 10 ans. Et ça répond à un besoin d'une mobilité lourde, d'une mobilité à usage intensif. Là où on n'est pas du tout en compétition avec la batterie, puisque c'est des usages différents. Mais d'avoir des hubs autour des aérodromes, qui a déjà un maillage important sur le territoire français, est certainement une bonne solution. Vous diriez que les autorités de régulation sont encore trop frileuses concernant l'hydrogène ? Alors, les autorités de régulation, aujourd'hui, ne connaissent pas l'hydrogène. C'est ça le problème. Vous avez quand même... des fois des choses un peu, je dirais, très, très drôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les DREAL qui donnent les autorisations. Mais vous allez voir la DREAL d'une région et la DREAL d'une autre région ne va pas vous interpréter la réglementation de la même façon. Donc ça, je pense qu'il y a aujourd'hui des organisations comme France Hydrogène qui travaillent vraiment là-dessus pour que déjà on ait la même réglementation en France partout et idéalement la même réglementation en Europe. Donc tout ça se met en œuvre. C'est vrai que l'hydrogène est arrivé très vite. C'est quelque chose qui est nouveau, mais d'aujourd'hui. Donc il y a tout ça qui doit se mettre en place, mais on est sur la bonne voie. Jean-Luc Charon, visiblement, vous partagiez l'avis tranchant d'Olivier Daise. Oui. Le grand problème de l'innovation, j'ai coutume de dire, c'est pas un problème technique. Les problèmes techniques, les ingénieurs maîtrisent assez bien les problèmes techniques et ils s'y collent. C'est un problème culturel. Et le problème culturel, c'est les interfaces avec les autres éléments, c'est-à-dire avec la réglementation, avec la sociologie des riverains, etc., etc. Et ce qui a été dit sur, finalement, par Olivier, à savoir l'hydrogène n'est pas connu des pouvoirs de régulation, même si c'est une phrase un peu rapide, elle traduit bien la tendance. D'accord. Frédéric Lecor, pour conclure, on aurait pu en parler encore pendant plusieurs heures, je pense. Pour conclure cette table ronde, quels seront les facteurs clés du décollage de ce marché ? Vous me citiez un facteur que je n'avais pas du tout en tête, celui par exemple de la nécessité pour ces aéronefs d'aller assez vite, tout simplement pour pouvoir effectuer des taux de rotation importants et qui pourraient amener à la compétitivité de ce marché. Il y a un élément clé qui va être la compétitivité de ces nouveaux modes de transport aérien par rapport aux modes de transport traditionnels. Donc on a fait une petite effectivement simulation et on regardait sur un Toulouse-Paris, sur un Toulouse-Marseille finalement qu'est-ce qui ferait qu'un taxi, un avion taxi à hydrogène serait compétitif et intéressant par rapport à tous les autres modes de transport. Et donc aujourd'hui on a, on va dire, si on prend pour 3 passagers, on a un avion régional, on peut prendre le train, on peut prendre la voiture, on peut prendre un avion taxi aujourd'hui thermique. Le problème c'est que ça coûte très cher. Et ça coûte très cher en particulier parce que ces avions finalement sont assez peu utilisés en heure de vol. Et donc si on voulait que l'avion taxi pour 3 passagers aller de Toulouse à Marseille soit intéressant pour un homme d'affaires ou même pour une petite famille, on dit qu'un vol peut-être à 500 € ce serait intéressant. Donc on a poussé un petit peu les simulations. Ce qu'il faut bien voir, c'est que une architecture hydrogène va faire gagner beaucoup sur le coût du carburant. Ça va à peu près diviser par 3 le coût du carburant. Et ça va faire gagner aussi sur la maintenance. C'est-à-dire qu'on a moins de pièces de moteur thermique, et donc qui est la principale source de coûts de maintenance. Le reste, l'architecture, la structure, l'avionique ne devrait pas changer de manière significative. Et puis, bien sûr, quand on prend un avion taxi, il y a le prix du pilote. Alors, si on bascule sur des avions sans pilote, là, on peut diviser les coûts par 2, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Tant qu'on a un pilote, finalement, l'ensemble de ces gains va faire baisser les coûts d'exploitation des avions de 20, peut-être 20%. Donc ça veut dire que pour que ça devienne accessible à un prix de billet autour de 500 €, il va falloir que ça se démocratise. Il va falloir qu'on utilise beaucoup plus les avions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un avion léger, on est autour de 200 heures, 400 heures par an peut-être. Lilium, quand ils ont communiqué sur leur business case, pour leur VTOL, ils ont annoncé que leur appareil, demain, volera 3300 heures.
par an, ce qui est énorme. Et en fait, dans l'aviation régionale, ce sera similaire. C'est-à-dire que pour qu'on fasse vraiment baisser le prix du billet, il va falloir que les appareils soient très exploités. Ça veut dire qu'on aura des appareils et on fera tourner plusieurs pilotes sur ces appareils. Donc il y aura des compagnies de taxis potentiellement qui se mettront en place, comme on l'a sur les taxis, pour exploiter au maximum ces appareils. Et c'est ça qui fera la démocratisation, c'est ça qui fera baisser le prix des billets. Donc pour ça, ça veut dire que voilà, il faut que on puisse démontrer un accès aux formations des pilotes facile. Donc ça, il faut s'y prendre assez tôt. Il faut qu'il y ait des contraintes réglementaires dans les aérodromes, effectivement, qui ne soient pas la reproduction des contraintes qu'on peut avoir dans les aéroports, etc., etc. Et c'est l'ensemble de ces facteurs, puisqu'on a vu que, comme vous disiez, d'un point de vue technique, on est relativement confiant, d'un point de vue des infrastructures, on est relativement confiant. Donc demain, ça va être une question de vitesse, ça va être une question de capacité à investir sur ces projets, parce que c'est vrai que si on veut mettre en place une flotte de taxis complète pour avoir une bonne couverture, il faut rapidement acheter probablement plusieurs dizaines ou centaines d'appareils. Sinon, on n'aura jamais d'appareils disponibles le jour où on en a besoin. Donc ça va être ça la question. Et puis, je pense que ce qui est vraiment important aussi, et il faut en prendre conscience, c'est que la France est aujourd'hui quand même leader dans le secteur aéronautique mondial. On est à l'aube d'une rupture technologique majeure. Il y a des projets aujourd'hui à l'étranger qui sont très très agressifs avec des niveaux d'investissement, de financement très élevés. D'un point de vue souveraineté nationale, c'est très important que la France ne perde pas son avance sur l'ensemble de ces projets parce que ce secteur est quand même en pleine mutation, quoi. Merci pour cette conclusion. On doit achever. Merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Très bonne journée à vous. Merci. Merci vous aussi. Merci. Au revoir, merci.